Bon début d'après-midi, tout le monde. J'espère que la pause a fait du bien, que vous êtes bien rassasiés avec le buffet qui vous était offert. Je vous invite à regagner vos places. Nous, sur scène, on est déjà prêts à présenter. On va vivre la même formule que ce matin, pas de surprise. Donc, trois dames que je vais prendre le temps de vous présenter vont faire une mise en contexte pour nous inviter à aller par la suite en mode atelier. On aura un peu plus de temps que ce matin. On est revenu à l'horaire prévu, donc vous aurez un peu plus qu'une demi-heure pour échanger à vos tables respectives. Il y aura une pause et on reviendra en plénière par la suite. Et il y aura des allocutions de fin de journée, bien entendu. Alors, deuxième atelier qui a pour titre, et vous pouvez au besoin vous référer à votre cahier du participant, là c'est la référence que j'utilise également, les volontés de la personne dans une trajectoire d'inaptitude. Et les deux objectifs qu'on poursuit cet après-midi ensemble, c'est d'examiner les modalités et les conditions d'expression d'une volonté d'obtenir l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude. Et deuxième objectif, identifier les enjeux à l'égard des proches et des professionnels de la santé et des services sociaux qui sont impliqués. Pour nourrir nos discussions, trois dames qui ont accepté d'être avec nous pour les prochains 20 minutes. Vous reconnaissez Maître Filion que je vous présentais ce matin comme coprésident du groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir qui nous apportera une perspective juridique sur le sujet. Pour la perspective clinique, Madame Véronique Chaput, Dr Chaput qui est avec nous, du groupe d'experts également sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir. Quelques mots à son égard sur son parcours. Elle est pharmacienne puis médecin, diplômée de l'Université de Montréal, également fellowship en médecine palliative de l'Université McGill. Elle a pratiqué en soins palliatifs au CUSUM de 2005 à 2013 et depuis, elle est médecin conseil au curateur public du Québec à la direction médicale et du consentement aux soins, donc depuis 2014. Merci d'être avec nous. Madame Marielle Philibert, qui est également de cette présentation, qui est commissaire à la Commission sur les soins de fin de vie, qui nous amène la perspective usagée. Madame Philibert, vous êtes vice-présidente du regroupement provincial des comités des usagers et présidente du comité des usagers et membre du conseil d'administration au CHU de Québec, Université Laval. Elle est également retraitée du secteur de l'éducation. Alors, mesdames, je vous cède toute la place pour la présentation de début d'après-midi. Merci. Bonjour, merci d'être... Bonjour, ça va? Merci d'être là. Alors moi, je vais vous ramener ça, là, en repartir l'après-midi avec les droits de la personne. Et je vous dirais que, en tout premier lieu, le respect et la reconnaissance des droits et libertés et volontés doivent inspirer chacun des gestes posés à l'endroit de la personne qui est devant nous, qui demande l'accès à ces soins. La personne doit être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses volontés, de ses besoins et de sa sécurité. Les membres de l'équipe de soins doivent établir et maintenir une communication ouverte et honnête avec la personne. La personne doit avoir accès tout au long du continuum de soins à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. Vous en avez abondamment parlé ce matin. J'irai un peu plus loin en vous disant que la pratique de qualité et le bon encadrement de l'aide médicale à mourir ont contribué à favoriser l'évolution de la société québécoise vers l'ouverture de la MM à d'autres clientèles. Alors, selon un sondage léger réalisé en avril 2019, 3 Québécois sur 4 croient que les personnes atteintes d'Alzheimer devraient pouvoir demander l'aide médicale à mourir avant de perdre leur aptitude à consentir. Alors, à partir de ce moment-là, je cède la parole à Maître Filion pour la suite des choses. Alors, quand on parle d'expression de la volonté d'une personne qui est dans une trajectoire d'inaptitude, dans un contexte de rédaction d'une DAM, il faut savoir ce que ça signifie au niveau juridique. Alors, d'une part, ça interpelle, bien entendu, une évaluation qui soit juste de l'aptitude de la personne à consentir à l'aide médicale à mourir, qui est un soin, il ne faut pas l'oublier, à faire une DAM, mais aussi
on doit s'assurer du caractère libre et éclairé de la demande. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Les tribunaux nous ont un peu renseigné sur les critères qu'on appelle des critères de détermination de l'inaptitude qui sont inspirés de la Nouvelle-Écosse, du Hospitals Act, et qui ont été retenus dans une affaire en 1991 qui opposait les parties, c'est-à-dire l'Institut Philippe Pinel et contre Blais. Alors, d'abord, il faut se pencher sur la question de savoir est-ce que la personne qui est devant nous comprend l'information qu'on lui présente. Est-ce qu'elle comprend la nature de la maladie qui l'afflige et pour laquelle elle demande de manière à anticiper l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'elle comprend la nature et le but de l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'elle comprend les avantages et les risques de l'aide médicale à mourir, mais aussi des soins alternatifs? Est-ce qu'elle comprend les risques et les conséquences de ne pas procéder à l'aide médicale à mourir? Et finalement, a-t-elle la capacité de comprendre la maladie qui l'inflige? Autre élément important, c'est est-elle en mesure d'apprécier l'information sur le plan personnel? Donc, la personne est-elle capable de s'approprier l'information qu'on lui donne sur l'ensemble des options, de l'appliquer à sa propre personne et de faire aussi preuve d'autocritique? Ensuite, il faut s'assurer du raisonnement de l'information. Est-ce que la personne est capable de comparer les risques et les bénéfices de chacune des options qui s'offrent à elle, de peser le pour et le contre de chacune d'elles et aussi de justifier son choix? Et finalement, on en arrive à l'expression du choix. Est-ce que la personne est en mesure de communiquer un choix raisonné et aussi constant? Une autre question ici qui vous est soumise pour alimenter votre réflexion lors de vos délibérations. Est-ce qu'on devrait imposer une durée de validité au formulaire de la dame? Les membres du groupe d'experts se sont penchés sur cette question. Donc, ça interpelle une revalidation des volontés qui sont anticipées. Alors, ça soulève deux enjeux principaux. D'abord, ça suscite l'incertitude chez ceux qui ont à traiter dans un contexte où présentement, disons-le, l'accès à l'aide médicale à mourir demeure difficile. Sa disponibilité diffère d'une région à l'autre, d'un établissement de santé à l'autre. Mais aussi un autre enjeu important, on constate déjà des poches de résistance et d'obstruction qui sont rapportées notamment au niveau du temps, des exigences administratives qui sont imposées. On a aussi des oppositions idéologiques, religieuses, etc. Et ce, dans un contexte où le patient est apte. Or, est-ce qu'on peut envisager que la situation sera encore plus complexe et difficile alors que le patient est inapte et qu'il ne sera plus, à ce moment-là, en mesure de renouveler ses volontés? Alors, je pense que ce sont des enjeux extrêmement importants. D'autres écueils que je porte à votre réflexion, on en a discuté ce matin. Qui déterminera le moment où les conditions seront présentes? Est-ce qu'on sera à ce moment-là devant une situation médicale caractérisée par un déclin avancé et irréversible des capacités de la personne? Quelles manifestations nous allons recevoir de souffrances physiques, psychiques ou existentielles qui sont constantes, importantes et difficiles à soulager? En fait, on en a discuté. Ça sera quoi le processus de délibération? Qui va prendre la décision ultimement? Est-ce qu'on va faire appel à des avis de forums externes comme des comités d'éthique, par exemple? Que va faire le médecin aux prises avec des divergences d'opinion au sein de la fratrie? Je pense que ce sont des enjeux extrêmement importants. Ensuite, est-ce qu'un proche pourrait être autorisé à consentir à l'aide médicale à mourir pour quelqu'un d'autre qui n'est plus en mesure de le faire?
Et si on dit oui à cette question-là, qui va consentir pour les personnes qui sont complètement isolées, qui n'ont pas de représentant légal autorisé à donner un consentement substitué? Qui va agir pour ces personnes-là? Est-ce qu'elles devront à ce moment-là être privées de leur droit à l'accessibilité à l'aide médicale à mourir? C'est une question très épineuse. Et finalement, à l'instar des règles relatives au consentement aux soins, est-ce qu'on devrait faire intervenir le tribunal quand on est en présence d'une manifestation de refus ou de résistance de la part du patient? Est-ce qu'on devrait faire intervenir le tribunal aussi lorsqu'on est dans une situation où il y a divergence d'opinion, qu'il y a conflit familial? Ce sont des situations qui vont arriver. Alors, je pense que la table est mise à une réflexion. Je cède la parole au Dr Chaput. Alors, juste pour démystifier mon rôle, moi, j'ai été clinicienne pendant plusieurs années en soins palliatifs. Alors, j'ai vu beaucoup de gens mourir et j'ai assisté plusieurs personnes dans leur fin de vie. Mais depuis 2014, je suis au curateur public et mon rôle consiste à consentir aux soins pour les personnes qui ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, les personnes sous régime de protection publique qui n'ont pas l'aptitude à consentir à leurs soins. Alors, c'est juste pour préciser là, quel était principalement mon rôle sur le comité d'experts, mais là, je vous parle en tant que docteur, en tant que clinicienne, en tant que médecin qui a fait de la fin de vie. On va juste mettre ma diapo. Ouais, oui. Non, c'est correct. L'AMM, il faut se le rappeler, puis c'est un clou sur lequel j'ai beaucoup tapé, je pense, dans le comité. Ça demeure un soin de fin de vie, le mot fin de vie pouvant être interprété largement, mais ça demeure un soin qui va mettre fin à la vie de quelqu'un. Donc, c'est un soin un peu particulier par rapport aux autres soins que les cliniciens sont habitués de donner. Et ça revêt aussi une charge émotive pour les cliniciens et les cliniciens étant aussi toute l'équipe traitante qu'il y a autour. Alors, il ne faut pas oublier ça. Et le soin, pour que le docteur se sente à l'aise de le prodiguer, il faut qu'il s'inscrive dans une trajectoire de soins, dans des discussions qu'il y a eues avec son patient, dans un continuum de soins. On doit se sentir à l'aise comme clinicien qu'on est face à une demande qui est appropriée dans le contexte clinique et dans l'évolution de la maladie de notre patient. Alors, ça, je pense que c'est des enjeux qu'il faut constamment se remémorer là, quand on parle d'élargir à des personnes inertes. Il faut se rappeler que c'est déjà difficile, comme le mentionnait ce matin un de mes collègues, d'être là à faire un geste technique qui met fin à la vie de quelqu'un, sur lequel on doit avoir une réflexion, un moment émotif. Mais là, d'arriver face à une personne qui ne peut plus nous valider dans le geste qu'on va poser, ça pose un enjeu de difficulté pour le clinicien qui est plus important. Et c'est certain qu'il va avoir des malaises face à ces nouvelles tâches-là qui vont être demandées aux médecins. C'est certain que plus le clinicien connaît son patient, plus la décision ou le processus décisionnel va être facilité. Dans le contexte où, là, il va y avoir une demande qui va être rédigée à un moment X, qui va s'appliquer dans un moment qui peut être lointain, la connaissance de son patient, des fois, ça va être une problématique, hein, parce que le patient va avoir fait sa demande, il va progresser dans sa maladie, il va s'en aller en hébergement, il va changer de médecin traitant. Le médecin traitant va le suivre, on ne sait pas combien d'années. Ça peut être même un autre médecin qui va être appelé au moment où la directive devra s'appliquer. Alors, ces enjeux-là vont poser un problème supplémentaire dans la trajectoire de soins du patient et dans la connaissance et le degré de confort que va avoir le clinicien à appliquer la directive. C'est certain que le médecin va intervenir en début de processus quand le patient va rédiger sa directive. C'est certain qu'afin d'avoir un consentement éclairé, on va devoir lui exposer l'évolution de sa maladie, les options qui vont se présenter à lui. Va falloir discuter de toutes les options possibles, revalider avec lui sa compréhension et tout ça, parler aux proches. Mais ce n'est pas nécessairement ce clinicien-là qui va avoir la tâche d'exécuter. Et
est là, pour moi, un enjeu au niveau de la connaissance de son patient et du moment où on va appliquer la directive. Je pense que ça a été soulevé ce matin, mais c'est certainement un enjeu là, de taille dans l'expression là, de la volonté de la personne et du confort du clinicien à appliquer la directive. Je vais en revenir sur la difficile question de la souffrance. C'est complexe pour un patient apte, même de lui faire préciser. C'est sûr que quand la souffrance est physique puis elle est très tangible, c'est souvent les patients vont avoir de la facilité à en parler, mais quand on rentre dans tout ce qui est souffrance existentielle, détresse psychologique, c'est des évaluations qui sont complexes, qui vont demander énormément de temps de plusieurs professionnels. Ça ne sera pas juste le médecin qui va devoir être impliqué, les proches aussi, l'équipe multidisciplinaire, tous ces gens-là vont devoir graviter. Et je pense qu'un des outils qui va devoir être mis en place ou une des façons qu'on va pouvoir faciliter la tâche aux cliniciens, c'est qu'il va falloir, puis je pense qu'on en a parlé ce matin, que le plus possible, la directive soit précise, étayée, qu'on se dote de moyens pour faire préciser au patient, alors qu'il est apte, qu'est-ce qui est de la souffrance, qu'est-ce qu'il voit comme une fin de vie non digne, comment il envisage de vivre avec ces souffrances-là. Est-ce que ça sera par des écrits, par des vidéos? Il y a des gens qui m'ont parlé de toutes sortes de moyens qui vont pouvoir être mis en place, mais plus la directive sera étoffée, moins les cliniciens, je pense, vont avoir de difficultés à l'appliquer. Alors ça, c'est un des enjeux là, qui est très important, je pense, si on parle d'élargir ça à des gens qui ne seront plus capables de s'exprimer au moment où la directive va devoir être mise en place. Et l'autre chose, c'est que faut pas oublier que la personne, elle va rédiger sa directive. On a des années, comme on a dit ce matin, avant le moment fatidique où elle devra être mise en œuvre, mais dans tout ce temps-là, le patient va progresser dans son inaptitude. Mais c'est pas parce que quelqu'un est inapte à consentir qu'il n'est pas capable d'émettre certaines volontés. Hein. Moi, je le vis au quotidien. On a des patients très, très déments avec des tests de mini-mental en bas de 10 sur 30 qui sont plus capables de s'exprimer dans beaucoup de sphères de leur quotidien, mais qui vont être capables de dire à leur docteur « Je veux aller voir le petit Jésus ». Hein. Les gens parlent en termes qu'ils comprennent et on est quand même capable, dans toute la trajectoire où le patient devient inapte, d'aller chercher certaines volontés. Et ça va être important pour les cliniciens de consigner ces volontés-là et d'en prendre compte dans leurs décisions quand viendra le temps d'appliquer la directive. Alors, je termine en disant que la pratique clinique, c'est une source de conflits et d'enjeux éthiques presque au quotidien, surtout quand on fait des soins palliatifs. C'est certain que juste le fait que la personne ne peut plus revalider son consentement, déjà en partant, c'est un enjeu. Le patient n'a plus la chance de pouvoir changer d'idée et d'exprimer qu'il change d'idée. Les patients aptes sont souvent ambivalents. Imaginez un patient inapte. Souvent, ils vont nous dire des choses qui ne cadrent pas du tout avec les volontés qu'ils ont exprimées dans le passé. Combien de patients aptes j'ai vu, moi, m'arriver avec des niveaux de soins de « je veux pas de ci, je veux pas de ça, puis je veux mourir au plus vite », puis la journée qu'ils sont vraiment mourants, bien là, tout d'un coup, ils veulent des antibiotiques, puis ils veulent vivre à tout prix, puis ils veulent pas que ça finisse. Vous savez, ça, c'est la réalité clinique des patients. Alors, imaginez quand le clinicien va être face à une personne inapte et qui se met à avoir un doute que ce que la personne émet comme volonté ou comme non-dit, ça représente un refus, une résistance, un changement d'idée qu'on n'est plus capable de préciser parce que la personne n'a plus toutes ses facultés. Tout ça va poser des enjeux éthiques et le docteur ne pourra pas résoudre ça tout seul avec lui-même. Il va falloir qu'il s'adresse à des gens autour de lui pour dénouer des situations qui vont être éthiquement difficiles. Alors, on verra comment tout ça va s'objectiver, mais on a parlé beaucoup ce matin du patient très dément qui a l'air heureux. Vous savez, la souffrance, c'est vraiment seulement la personne qui peut nous
nous le dire. Alors, quand elle n'a plus toute sa tête, il faut se fier à des critères qui sont subjectifs. Qu'est-ce qu'on fait avec la personne très démente qui joue au bingo dans son CHSLD et qui a l'air tout à fait heureuse? C'est des enjeux qui vont poser des problèmes aux cliniciens et toute la question de est-ce qu'on doit en faire une demande ou une directive, bien, ça va devoir être précisé là, plus à fond. Alors, je laisse Mme Philibert pour le mot de la fin. Alors, pour une demande anticipée d'aide médicale à mourir, le patient doit avoir un diagnostic de maladie grave et incurable confirmé, une compréhension juste de son diagnostic, c'est-à-dire qu'il doit savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis ce matin, plusieurs personnes ont fait référence à avoir un temps pour assimiler puis bien saisir les enjeux qui sont reliés à ça. De l'évolution de sa maladie, puis des options de traitement disponibles. Ça doit être très clair pour lui. Avoir l'assurance que la décision de la personne est libre et éclairée. S'assurer qu'elle prend la décision en connaissant toutes les options qui lui sont offertes. La personne désignée doit comprendre la nature de son rôle. C'est la personne qui serait amenée possiblement à signaler à quel moment le moment serait venu. Et s'assurer que la demande d'anticipée d'aide médicale à mourir soit prise en charge au moment opportun. Les indications que nous avons eues dans les premières années de l'aide médicale à mourir, on s'est bien rendu compte, on nous a dénombré des cas où est-ce que les demandes n'avaient pas été accueillies juste en temps opportun. Alors ça, je pense qu'il faudra s'assurer de ça, puis s'assurer de peut-être revenir en arrière pour s'en assurer pour l'ensemble des demandes. Et de mettre en place des mesures de sauvegarde essentielles à la protection des personnes. Et pour terminer, le point qui, à mon avis, que nous touchons un point essentiel et de très haute importance, c'est de voir, même incontournable, si nous voulons créer un climat de confiance propice autour de cette avancée sociétale, il nous faudra s'assurer que la population est bien informée et que toute la population, comprenant toutes les diversités ethno-culturelles, soit aussi informée. Et on s'assure de rejoindre tout le monde. Et informer et sensibiliser, c'est aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'on est allé la dernière fois. Parce que les gens, on se rend compte, on l'a vu, on l'a vérifié à maintes et maintes reprises, la population n'est pas informée adéquatement. Et ça, je pense que c'est une base, c'est quelque chose de primordial si on veut faire de cette avancée-là quelque chose qui soit compris et bien saisi par tous et qu'on s'assure de donner les bons soins aux bonnes personnes. Je vous remercie.